Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, nous allons recevoir enfin le maire de Vieux-Habitants, M. Jules Otto. Bonjour. Bonjour. Il a un événement demain puisque à la médiathèque Batista, il y aura la restitution de la classe de biodiversité communale. On va recevoir aussi une comédienne, Carole Rabouteur. Merci d'être avec nous. Elle a beaucoup de choses à nous dire, puisque, outre la pièce qui tourne et qui continue, elle va jouer à Trois-Rivières dans ma commune, je serais bien content de voir ça. Et aussi, elle va nous parler des ateliers qu'elle a en préparation. Michel Geoffroy, le président de l'université, sera là. On parlera avec lui de ce rapport de la CRC sur l'université, savoir comment il va pouvoir gérer tout ça. Ensuite, nous allons faire un petit tour du côté de la CAF, puisque Mathilde Sinésius et Françoise Gasse seront là pour parler de ce que la CAF prépare pour les jours qui viennent, le séminaire de la parentalité, quelque chose d'important. On va terminer avec Zilandus, le responsable du guide Mangwa, le marché en nation Guadeloupe. Sinon, l'actualité, bien sûr, c'est la reprise des négociations EDF-PEI. Olivier Félix était sur place, on va en parler. Le harcèlement à travers la pratique du foot. Deux petits mots là-dessus, c'est aussi quelque chose d'important. Maxime Morel a assisté à une journée de la reconversion, aussi important. Et puis, on ira faire un tour à Paris avec notre croisiériste, avec Maurice Cessé. Mais avant, on fera faire un petit tour du côté de la croisière, puisque la sécurité est mise en place, c'est ce que dit le maire de Pointe-à-Pitre. Voilà un petit peu le sommaire. On va commencer tout de suite avec Vieux-Habitants, on va partir à Vieux-Habitants, puisqu'il y a un événement important, c'est la restitution de l'Atlas de la biodiversité communale. Qu'est-ce que ça représente pour votre commune, monsieur le maire? C'est par rapport à actuellement, notamment la question du climat. On n'est plus dans la transition écologique, on est quasiment dans le défi climatique, dans le désordre climatique, et connaître sa faune et sa flore, connaître sa biodiversité, c'est aussi une manière de l'optimiser en termes de valorisation pour l'activité économique ou touristique, mais c'est aussi pour la protéger. Et c'était un engagement que j'avais pris même avant d'être maire de Vieux-Habitants, donc c'est dans le cadre de mon programme. Donc aujourd'hui c'est une réalisation, un engagement, et derrière une réalisation. Et je voudrais profiter d'être sur Canalys pour remercier le Parc national de Guadeloupe, son président, qui a accompagné la collectivité pour réaliser ce travail-là. Parce qu'on avait répondu à un appel d'offres au niveau national, on n'avait pas été retenu parce qu'il fallait sélectionner de collectivité. Et le président, compte tenu de l'engagement que j'avais pris, des choses qu'on faisait déjà à Vieux-Habitants, sur la question de la biodiversité, a tenu à nous accompagner. Donc demain matin, avec le président du parc, avec les administratifs du parc, on va présenter donc ce résultat-là en direction de deux publics. Un public de jeunes, parce qu'on sait que la question de la biodiversité, la question de développement durable, la question de protéger notre environnement, il faut commencer à sensibiliser, à éduquer nos jeunes. Donc c'est pourquoi les écoles, l'ensemble des écoles primaires de la commune sont invitées à la médiathèque. On a choisi donc les classes de CM1, CM2, Géry, Marigot, Cousignan-Olebo, ils sont là de 8h30 jusqu'à 11h avant d'aller déjeuner. Et l'après-midi, on a invité donc là beaucoup plus le monde économique, les agriculteurs en particulier, les citoyens, les présidents d'associations, les personnes ressources du territoire, plus largement que Vieux-Habitants, de venir débattre, échanger sur un outil. C'est un outil de la décision pour une équipe municipale, et c'est un outil qui va nous aider. Je prends l'exemple du service technique. Les agents du service technique connaissent simplement les espèces qu'il faut protéger, on périmètre rasier, il y a capacité de bousser là, il ne pas connaître. Mais il y a connaître, il dit bien,
nous avons protégé, nous pas passer des bouteilles en l'air, voilà. C'est ça, pour considérer, c'est peut-être très simple, hein, mais du point un niveau opérationnel, les agents du service technique, eh bien, connaître la flore et la faune communale, c'est une manière de les faire monter en compétence. Et demain matin, quand ils vont faire une intervention, ils seront, par exemple, quand on prend des espèces végétales, eh bien, il y a des arbres, il y a des plantes qu'on ne va pas toucher. Parce que ces plantes-là, c'est des remèdes rasiers, ils nous pouvons utiliser pour faire thé, nous pouvons utiliser pour faire d'autres bitins. Et nous pouvons aussi peut-être considérer une des plantes, c'est les cachets moustiques. Pourquoi nous pouvons passer des bouteilles? Il faut nous sortir d'une culture. Voulait absolument que Pédose là, qui est à côté de Chimena, bien tourne, parce que plus on coupe les zèbres, plus on éliminer l'espèce, plus on diminuer la biodiversité. Donc il faut rentrer dans notre logique, il faut faire le nettoyage, il faut faire le fauchage, mais il faut faire une autre genre de plus en plus qu'on va trouver dans des collectivités, il faut couper les zèbres là moins bas, parce qu'il faut laisser un certain nombre des animaux, d'espèces végétales, d'espèces animales, et nourrir entre eux. Et ça, l'ABC, un travail scientifique a été fait dès mon arrivée en responsabilité. J'ai eu la chance d'avoir aussi un élu, c'est Albert Hera, qui a vraiment accompagné le parc. Il y a eu un travail scientifique et Fiona et Tammy nous ont permis, enfin, tous les mauvais temps qu'on a traversés depuis que je suis arrivé en responsabilité, et aussi bien avant, nous ont permis de mieux prendre conscience qu'il faut vraiment travailler différemment. Et on a travaillé dans les rivières pour les espèces d'écrevisses. Donc il y a un certain nombre d'éléments scientifiques qui sont dans ce document-là, des éléments à vulgariser, des éléments à travailler. Et donc demain on commence avec les enseignants, nos enfants, les élèves. Et puis le soir, on terminera avec la vie associative, avec les acteurs économiques, avec les citoyens du territoire, les personnes ressources, pour qu'on puisse s'approprier ces outils-là et pour mieux défendre notre biodiversité, parce qu'on est dans ce temps-là maintenant, un temps où il faut vraiment protéger la nature et protéger notre environnement. C'est l'avenir de l'homme est quasiment, on voit bien, par exemple là je suis sur un programme de renaturation du bourg. Avant, dès qu'on avait une intervention à faire, il faut couper les arbres. Maintenant, c'est fini. Je prends un exemple. On est à Paris, on traverse, il n'y a pas d'arbres, on fait 10 mètres de côté, on est sous les arbres, la température est différente. Tout à fait. Donc, avoir des arbres pour descendre la température, c'est pas un vue de l'esprit, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, on doit approcher, c'est l'aménagement d'une ville, le centre-bourg, on doit l'approcher différemment. Et aujourd'hui, on est quasiment obligé de replanter des arbres parce qu'on a, à un moment donné, tout était dans une dynamique, il faut artificialiser. Non, il faut continuer à aménager, mais il faut tenir compte des alertes, de ce que la nature nous dit, qu'il faut maintenant passer à autre chose et voir différemment l'aménagement du territoire. Alors, je vais prendre un exemple concret avec vous. Vous savez que traditionnellement, on doit couper bois pour faire charbon. Qui j'ai encore dit c'est mon ça là? Non, il y a toujours ni. Là, on peut arriver adulte. Oui. Là, on peut arriver. C'est qu'on on peut arriver à son vie. Oui. La plante, c'est un être vivant, donc qui a une durée de vie, et donc les agents de l'ONF, les agents du parc savent nous dire que ces arbres-là, on peut les couper. Donc, et là, moi, je plaide que l'ONF, que le parc travaille beaucoup plus avec les communes sur la question de la police de l'environnement et fait monter en compétence nos agents, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec les difficultés financières, il faut maintenant mutualiser. Mais mutualiser, ça peut être simplement qu'un référent, un expert de l'ONF ou les experts de l'ONF et du parc viennent travailler avec les agents de services techniques, les font monter en compétences, et justement par rapport à... Il ne faut pas nous perdre tradition, nous. Tradition, nous fait charbon, il faut nous garder. Mais il ne faut pas nous faire récupérer. J'ai une fait en Haïti, nous pratiquer la terre brûlée, et puis on va passer en avion en Haïti, on va voir son désert. Donc il faut faire attention à ça. Et puis, même là, considérer le service de l'urbanisme, on a un permis de construire. On ne faisait pas attention de dire, d'aussi aller voir l'ONF pour savoir, peut-être que simplement de faire la déclaration, l'ONF nous dira, ok, il n'y a pas de problème. Mais l'ONF va venir sur place, il y a un centenaire, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas toucher au centenaire, à un manguier, à autre chose. Ça, on ne le faisait pas avant. Maintenant, il faut le faire systématiquement. Il y a des arbres à ne pas couper. Quand on a un centenaire, c'est à respecter. On a fait un aménagement, par exemple, à Vieux Habitants sur le boulevard, quand on sort près de l'ancien maire. C'est bien ce qu'il a fait. Simplement, il y avait des amandiers. Peut-être qu'il y avait 1 ou 2 amandiers, il fallait couper parce que le tronc était commencé à pourrir. Mais c'était une autre vie.
Ouais. Une autre vue, quand on arrivait, par exemple, sur le pont de la Grande Rivière, on arrivait on voyait les amandiers. Aujourd'hui, on a une belle avenue, mais Vide. Vide. Donc il faut penser à une représentation, à donner vie, et puis les personnes qui sont âgées, eh bien, quand ils veulent aller de l'épicerie, quand ils sont chez le médecin, ils font 100 mètres, ils font 200 mètres, ils font 300 mètres à pied pour aller à l'abribus. Donc tout ça, il faut y penser. En même temps, ça permet de vivre. On voit bien que la chaleur, on est passé aujourd'hui, on est entre 28 et 29, on est plus entre 30 et 31 ou 32 en permanence. Même 32. Oui. Des fois, donc, tout ça, il faut dans notre vision de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est le politique. Ça, on n'est pas dans l'opérationnel, mais on doit, nous, élus, on doit avoir cette vision et de donner le là et de montrer une volonté pour dire, voyons différemment l'aménagement du territoire, voyons différemment notre biodiversité, voyons différemment les espèces, les êtres vivants qui nous entourent et protégeons ces êtres vivants. Alors, l'autre l'autre difficulté de vieux habitants, c'est la Grande Rivière. Chaque fois qu'il y a un cyclone, chaque fois qu'il y a du mauvais temps, elle déborde. Je me souviens que M. Choulette il veut même bouger son entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu parce qu'il y a un pont qui a été refait récemment sur la route avant Géry. Qu'est-ce qui va être fait à vieux habitants dans ce cadre-là? Dans ce cadre-là, il y a, bien entendu, sur la partie, on va dire, génie civil, il y a la collectivité régionale, il y a Route de Guadeloupe, il y a l'ADEAL qui doivent travailler pour consolider, faire en sorte qu'il y a des endroits où on doit pouvoir, notamment le pont de vieux habitants, le grand pont. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé, mais après Fiona, et aujourd'hui, il faut consolider. On voit bien que quand l'eau passe, ça pose problème. Mais on voit bien que la déviation, quand aujourd'hui ils ont fait un enrochement du côté où il y avait eu des problèmes avec la famille Farnab, donc aujourd'hui c'est protégé. Mais quand la rivière arrive fortement là, ça va de l'autre côté, c'est Choulette, et ça va sous les pieds du pont. Donc j'ai déjà sensibilisé la région là-dessus, il y a l'ADEAL, il y a des travaux à faire. Mais globalement, il y a une clarification à apporter entre les services de l'État, l'ADEAL, et puis la question de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévision des inondations, il faut avec l'AGLO. Aujourd'hui, quand on fait une intervention de la rivière, la police de l'environnement, l'État, l'ADEAL ou le parc nous dit qu'il ne faut pas y aller. Ouais. En même temps, quand il y a un souci, c'est la responsabilité des maires et en particulier de l'AGLO. Je pense qu'il y a une clarification à apporter. Il y a à travailler, certainement. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des agents de l'ADEAL qui sont là pour nous rappeler les exigences, la réglementation. En même temps, il y a danger de vie humaine, il y a danger équipement péril d'activité économique. C'est comment ces conflits d'usage, on arrive à être intelligent, on arrive à être collectivement intelligent et travailler ensemble. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Et quand la rivière de vieux habitants pose des dégâts, c'est souvent en amont. Eh bien, les berges de la rivière ne sont pas suffisamment travaillées. Ouais. Et là, on n'est pas tout à fait clair sur qui intervient. Est-ce que ça relève de la police de l'eau, donc de l'ADEAL, voire le parc? Est-ce que ça relève du GEMAPI? Je crois beaucoup plus que ça relève des interventions que l'ADEAL ou que d'autres services, d'autres agences peuvent nous donner. Mais moi, je suis disponible à travailler, à co-construire avec les services de l'État, mais il faut qu'il y ait une clarification. La GEMAPI ne règle pas tout. La GEMAPI, c'est plus un schéma prévisionnel pour les milieux aquatiques et ça a été pensé pour le national. Quand on parle de GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, c'est quand on a par exemple des inondations, il y a des fortes pluies, quand ça arrive, avant que ça arrive à la Seine, ça prend 10 jours avant que ça déborde. Chez nous, la pluie tombe dans la forêt, c'est immédiat. Donc, on est sur une topographie, on est sur un milieu différent. Donc, ces questions-là, il faut l'aborder différemment. Moi, je suis pour. Et quand les agglos ont pris la compétence GEMAPI, même en Guadeloupe, la compétence GEMAPI et la manière d'aborder la GEMAPI en grande terre n'est pas de la même façon d'aborder en Côte-sur-le-Vent ou bien dans le sud. Oui. On voit les dégâts. On a vu les dégâts pour Fiona avec Capesterre jusqu'à Bouillon-des-Haies. Donc il faut qu'on ait une autre réflexion. Il faut qu'on arrive à adapter. Et puis la GEMAPI, quand on regarde les agglos, et en particulier notre agglo et Grand Sud Caraïbes, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, pour faire, je prends une rivière avec les habitants, ou bien une ravine sèche avec les habitants, le budget actuel de l'agglo ne peut pas le faire. Ouais. Donc, il y a une réflexion plus profonde à faire pour dire que si on doit continuer à vivre dans ces lieux-là, il faut continuer à vivre, il faut continuer à vivre, il y a une autre approche de la nature à faire, et puis que les questions de réglementation, qu'on puisse l'aborder
collectivement et de manière intelligente. Je reviens vers vous tout à l'heure, je me tourne vers Madame Rabouteur qui est comédienne. On va parler de notre sujet puisque elle est dans le culturel et elle a une pièce qui tourne depuis quelque temps et vous allez la présenter à Trois-Rivières, c'est bien ça? Voilà, les recluses. Les recluses. Alors, pour les gens qui ne savent pas, qui sont ces recluses? Ce sont des femmes qui ont été violées et qui se réunissent autour d'un prof de théâtre qui s'appelle d'ailleurs celui qui est parti et qui n'est jamais arrivé tellement qu'il a des choses à faire. En fait, ce prof de théâtre symbolise sans doute Denis Mukwege, qui a eu le prix Nobel de la paix, parce que c'est un gynécologue qui justement s'occupe de réparer les femmes physiquement, mais aussi psychologiquement par le théâtre. C'est pour ça que sur l'affiche, il y est écrit « La parole d'une force qui guérit ». Alors cette pièce, elle parle donc de ces femmes qui ont été violées pendant les guerres, mais en tout cas d'une façon plus générale, elle montre que si le viol est une forme de mort physique à un moment donné, il faut après apprendre à vivre, à repartir dans la vie de tous les jours. C'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident, absolument, mais il faut quand même s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, aller de l'avant, avoir une vie sociale. Et c'est une très belle pièce qui est très bien écrite par Kofi Kwaule, qui est d'ailleurs un dramaturge qui a eu plusieurs prix, le prix Sonny Labutansi, le prix Édouard Glissant. Donc c'est une très belle écriture. Ce qui me plaisait dans cette écriture, c'est qu'il y a des choses très drôles. On arrive à passer finalement d'une thématique qui est assez qui est assez dure, qui prend aux tripes, j'ai envie de dire, à une espèce d'hymne à la vie, que la vie est quand même plus forte que tout, et que se libérer par la parole, quand on s'emmure, parce qu'être reclus c'est l'image du mur dans lequel on s'enferme, quand on arrive à sortir de ce mur-là par la parole, par l'aide des autres, eh bien, on peut réapprendre à vivre. Parce que vous savez, on est en pleine période de lutte contre les violences intrafamiliales et les violences contre les femmes. Il y avait d'ailleurs hier un village à Pointe-à-Pitre sur la question. C'est pas par hasard que votre pièce paraît à ce moment-là. Absolument. Elle fait partie de cette réflexion sur la violence faite aux femmes. On a déjà joué dans ce cadre-là, puisque après la pièce, on fait souvent intervenir soit une association, soit une psychologue, parce que les gens ensuite, ils ont envie de discuter, ils ont envie de parler, ils ont envie de comprendre. Vous savez, la notion de viol, l'Europe l'a définie d'une certaine façon, et la France n'a pas abondé dans ce sens-là. En France, la définition du viol, c'est encore à la femme de prouver qu'elle a été violée, avec des circonstances très dans le code, voilà. Et alors que dans d'autres pays, ben non, c'est non. Quel que soit le moment, quel que soit, c'est non. Et il n'y a pas besoin de prouver que l'on a dit non. Ça, c'est pour l'Europe. Mais la France n'a pas abondé dans ce sens-là. Ce qui signifie bien que derrière ce viol, cet acte de violence, il y a encore du travail, il y a encore une éducation, il y a encore des connaissances, et je pense que plus on va en parler, plus les choses vont évoluer, comme tout d'ailleurs. Et donc nous avons plaisir vraiment à jouer, nous sommes 12 sur scène, 11 femmes, 1 homme, on en a trouvé un quand même. Ah, quand même, oui. Parce que la pièce finit par un superbe mariage, puisque la mariée a été violée et elle a très très peur que son mari la prenne et qu'il refuse de l'épouser. Et c'est la victoire de l'amour quand même. Je ne vais pas en dire davantage. Oui, il faut qu'on voit la pièce. Peut-être qu'un jour, cette pièce-là, on la verra à Vieux Habitants. Si le maire, il a peut-être l'occasion de lui proposer. Absolument. Je vois que c'est un maire très investi pour tout ce qui est éducatif, sur la biodiversité. Donc, à Vieux Habitants, hein, je vous dis ça. Hein. Mais en Guadeloupe, les gens aiment le théâtre. Oui. Et oui, avec plaisir, nous viendrons jouer pour la population de Vieux Habitants. Votre collègue, M. Géonidia, il a fait des ateliers à Vieux Habitants. C'est-à-dire que... vous parlez en connaisseur. Et puis dernièrement, dans le cas de la vallée de Beaugendre, on a fait avec un collègue qui habite dans la vallée, et pour reconstruire, c'est Conglero qui a démonté la vallée. Ça fait donc 61 ans après. Depuis l'an dernier, chaque année, on marque le coup. Parce qu'il y a des familles qui ont pour faire le deuil, on a fait une pièce de théâtre. Oui. Et samedi, il y a 15 jours.
C'est la force du théâtre. Le théâtre représente une réalité. Et en fait, cette distance, quand on regarde cette réalité, eh bien, ça permet de réfléchir. Ça permet d'apprendre, parce que le théâtre se veut au plus proche d'une approche du réel. Belle thérapie aussi bien historique, commémorative qu'éducative. Merci de promouvoir le théâtre dans votre commune. Moi, je suis absolument pour toutes les actions en faveur de cette éducation de la population vers des valeurs qui sont les nôtres. Alors, tout à l'heure, on va parler avec les gens de la CAF de la semaine de la parentalité. Je crois que là aussi, vous intervenez. Absolument. J'ai été contactée par une association, Amalgame Humanis, qui voudrait faire du théâtre pour parents et enfants. Donc, je vais accueillir les parents avec leurs enfants pour qu'on puisse faire un atelier théâtre. À partir de quand? Alors, ça va commencer le 30 octobre, la dernière semaine de novembre, pardon, 30 novembre. Oui. Ce sera à Rézé. Si vous voulez vous y inscrire, je vous donne le numéro de mon association. Allez-y. Donc, si vous voulez savoir, être dans notre listing pour avoir toutes les informations sur ce que font ma troupe, les muses en scène, donc il faut téléphoner au 06 90 98 15 66. Ou alors m'envoyer un petit mail, carolraboteur@orange.fr, et je réponds avec plaisir. Donc, si vous êtes intéressé par des cours de théâtre, enfants, adultes, ou avec vos enfants, pour pouvoir expérimenter un projet ensemble, en famille, le théâtre permet cela. Alors, donc, les Recluses, samedi 22, c'est bien ça? Samedi 23 à 19h. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Ah oui, c'est la commune qui offre à ses habitants, mais il faut quand même s'inscrire. Oui. Il y a un lien internet, alors j'arrive pas à le lire de là, ou alors il faut appeler Vieux Habitants. La salle Blancourt-Francillette. Oui, la salle Blancourt-Francillette. Il y a une réservation. Ah oui, si vous n'avez pas réservé, vous ne pourrez pas rentrer. Oui. Et par infoline, donc à Trois-Rivières, 05 90 60 94 50. Oui. Et ensuite, il y aura l'intervention de Madame Salin pour un petit débat, justement, concernant ces violences faites aux femmes et la place du viol dans ces violences. Bien. Pendant qu'on est là, on profite pour envoyer un petit Kimbéré au maire de Trois-Rivières qui a eu un accident. Vous savez ça? Il y a un accident? Oui, il a eu un accident sur la route de Goyave. On a dû le transporter à l'hôpital, mais enfin bon, il est rentré chez lui, donc ça va mieux. Oui, je l'ai appelé. Ouais. Bien, alors je reviens avec vous, monsieur Otto, parce que vous voulez parler un petit peu de l'attractivité touristique de votre commune, parce que vous avez des rivières, bon, elles débordent, mais il n'y a pas que ça, il y a de bons aspects aussi avec ces rivières. Alors, je voudrais juste rebondir sur la question. Deux sujets qui m'intéressent beaucoup chez Mme Rabouteur, la question du théâtre, on en a parlé, donc on prendra contact. Et sur le sujet de la parentalité, avec Mme Grasse, on y travaille aussi. Et nous, on a signé avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, un contrat territorial global. Et derrière, on a décliné un centre social habitant. Et il y aura 4 pôles. Pôle promotion de la santé, donc la mission du département continue. Un pôle accompagner le vieillissement. Un pôle jeunesse. Mais aussi un pôle parentalité. Donc, je ferai appel à vous. Parce que ce pôle parentalité, on aura besoin de personnes pour l'animer, des interventions, des ateliers. Donc, je ferai appel à vous sur cette question-là. Absolument. Par le théâtre, on peut tisser des liens que l'on n'arrive peut-être pas à tisser autrement dans un autre environnement. Et le théâtre, c'est un environnement favorable et propice pour se rencontrer et apprendre à se connaître. Alors, deux petits mots avant de partir, monsieur Otto, sur les rivières de Vieux Habitants. Les hauts, je parle. Oui, non, les Vieux Habitants, comme bon, je pense qu'il y a la dynamique avec Bouillante, Vieux Habitants, Baïf, on est entre mer, terre et vallée. Oui. Et dans les vallées, c'est des rivières. On a nos rivières de Beaugendre, les rivières de la grande rivière de Vieux Habitants, et la rivière de Plessis aussi. Et on voit bien que nos habitations dans les hauteurs sont autour de ces rivières-là, parce que la vie a commencé. Quand nos anciens sont arrivés par les côtes, et puis ils sont montés le long des rivières. Et dans l'habitation grivelière, c'est un site magnifique qui a été en rénovation depuis 2018. J'espère qu'en 2025, la région va me dire que c'est OK, on peut démarrer. Oui. Mais bon, malgré tout, en dehors de plus haut que la Grivelière, nos cascades paradis, cascades au front, c'est des lieux de visite et donc qui valorisent. Donc il faut maintenant qu'on rentre dans une dynamique touristique, donc économique, qui pour le moment
n'est pas, pour le moment, il y a beaucoup de visites. Oui. Dans tous les autres pays de la Caraïbe. C'est pas monétisé. C'est pas monétisé. Donc il faut qu'il y ait une réflexion sur, à partir de l'ouverture de la grivelière, comment on travaille avec la structure qui va prendre la grivelière, si c'est toujours Ouvert Vallée ou si c'est une autre structure, mais qu'on travaille avec la commune, avec la région sur cette manière d'optimiser. Parce que derrière, c'est fixer de l'emploi sur le territoire. Bien sûr. Et puis là, c'est la même chose qu'on essaie de faire et qu'on fait déjà à la Vallée de Beaugendre. Quand on a dit qu'on a repris l'association Les Amis de la Vallée de Beaugendre, c'est une manière à travers, donc, parce que la Vallée de Beaugendre a été, à un moment donné, c'est une vallée plus ouverte que la vallée de Grande-Rivière, qui était plus riche. Il y avait du café. Il y avait du café, des cafés, cacao, l'habitation Moandais, l'habitation de la famille Kabeoti. Il y a des grandes habitations, l'habitation Van Riebeck. À Beaugendre, on a encore tout ça. C'est mettre tout ça en valeur. Bon, en une mandature, c'est compliqué à faire, mais on a commencé à faire ce travail-là. L'association qui est installée, on va derrière, on a un concept qu'on travaille, c'est Vivre en Vallée. Donc, Vivre en Vallée de Beaugendre, c'est comment revenir tout ce qui se faisait, comment revaloriser, comment, avec tout ce qui était notre identité, notre culture, ce qui se faisait, sans tomber dans un passéisme, mais mettre ça en perspective. Donc, voilà. Et puis, de l'autre côté, Plessis, c'est Vanibel. Bien sûr. Donc, il y a un gros travail qui est fait déjà avec Vanibel, mais il faut, pas simplement en tant que puissance publique, il faut accompagner ces acteurs économiques, faire connaître le territoire, et donc c'est ça on appelle ça un marketing territorial. On le travaille. Alors, il faudra venir un jour parler du tourisme avec les habitants. Enfin, on prend un mot sur ça parce que je pense que vous avez un potentiel qui n'est peut-être pas encore suffisamment mis en valeur. On est d'accord donc, là-dessus. On prendra un mot sur ça. En tout cas, merci d'être venue, Madame Rabouteur. Je rappelle donc votre pièce samedi 23, 19h, gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien et on peut participer à cette pièce avec une petite conférence, enfin une intervention du docteur Salin, Madame Salin, psychologue qui est à Trois-Rivières aussi d'ailleurs. Absolument. Oui. Je vous attends nombreux et nombreuses. Et demain, donc, vendredi 15, à la médiathèque Médélis Batista, dès 18h, l'ABC, c'est-à-dire la tasse de la biodiversité, sera diffusée aux enfants et l'après-midi aux personnes plus âgées. Le matin, 8h30 aux enfants des écoles primaires. Oui. Et l'après-midi, dès 18h, pour la vie associative, pour les acteurs économiques, pour les agriculteurs, pour les gens qui vivent du milieu naturel. Et qui ont besoin de l'environnement naturel pour continuer à développer leur activité. Voilà, ben c'est dit. Merci en tout cas d'être venu nous dire tout ça. Et il est 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, le président de l'université, M. Michel Geoffroy, et les deux personnalités de la CAF, Mme Cécius et Mme Gass. À tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News, cette deuxième partie. Nous allons recevoir dans un instant les représentants de la CAF, Mme Gass, bonjour. Bonjour. Et Mme Sinéus, bonjour. Bonjour. Puisqu'on va parler de la semaine de la parentalité qui commence et qui se déroule pendant pratiquement plus d'une semaine, c'est ça? 2 semaines. 2 semaines. Une semaine, 2 semaines. Et en plus, j'ai vu qu'un jour-là, ça c'est en nous, comme chaque année, la CAF organise. Et puis, avec le président, on va parler de ce rapport qui est sorti, parce qu'il y a des choses à voir là-dessus. Mais avant, on fait un petit retour sur l'actualité, puisque les négociations ont repris enfin à EDF PEI. Olivier Félix était sur place, on regarde le reportage. Que la direction avait le document qu'on souhaitait, la fameuse note sur les congés payés, disposition qui était appliquée dans l'entreprise. Et lors de la discussion d'aujourd'hui, nous avons tenté en vain d'obtenir de cette direction la façon dont cette note était appliquée dans l'entreprise. Et il s'avère que tout le long de la discussion, ils n'ont pas su nous apporter les réponses que, en tout cas, nous, l'organisation syndicale, avons demandées. À ce jour, on ne va pas se mentir, hein. On a été obligé ce soir encore de faire des demandes concrètes sur la façon dont les congés payés sont comptabilisés, sont décomptés et la pose des congés est posée au sein de l'entreprise, sachant que vous avez trois types de temps d'horaire travaillés, et donc ce serait 3 prises de congés différentes. L'employeur, en tout cas, s'est engagé à nous formuler une réponse sur ces points. Demain, nous nous voyons à 10h, ici même à la dette, pour avoir un retour de celui-ci sur les 3 questions posées, c'est-à-dire avec des exemples bien concrets sur les modalités de pose de congé. On va retrouver normalement les jours ouvrés et
les 27 jours devraient être démontrés, le compteur horaire devra être démontré, et, afin que l'organisation syndicale puisse statuer sur la Cour de cassation qui nous a été présentée, l'aspect le plus favorable du décompte d'EDF sur nos congés payés. À ce jour, la discussion s'est arrêtée sur ce point. À ce jour, c'est le point le plus bloquant, c'est le point qui a poussé la direction à nous contacter et à nous faire, M. Témac et moi-même, aller à Paris discuter des modalités. Et aujourd'hui, nous constatons que nous avons eu un problème de compréhension sur les points qui nous séparaient. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, on leur a dit, fournissez-nous beaucoup plus de détails sur les modalités du décompte de congés et des prises de congés dans l'entreprise, de façon à ce que, lorsque ce point sera réglé, on n'est plus dans 6 mois ou dans un an à reposer un préavis de grève sur ce qu'on ne se serait pas dit concernant ces fameux congés. Oui, on a été assigné, on a été au tribunal, et suite au tribunal, nous avons fait une demande en référé pour contester justement la décision qui a été prise. On a effectivement eu réponse ce jour qu'on a une date pour discuter de cela, qui serait au 5 mai 2025. Donc, nul ne pourra contester que, normalement, le 5 mai 2025, il se pourrait que l'entreprise ne soit pas, en tout cas, en cette période de conflit. Voilà, on va partir à Paris retrouver notre correspondant Maurice Cessé et un sujet sur le sport. C'est parti. Alors, cet après-midi quadrille a été organisé parce qu'il y a une forte demande par les présidents et présidentes d'associations qui pratiquent cette danse. Malheureusement, on n'a pas tellement de possibilités pour faire ce genre de manifestation, faute de salle. Mais cet après-midi, il y a M. Péramin qui nous a mis à disposition la salle, le tapis rouge de Colombes pour faire cet après-midi. Alors, la musique traditionnelle poursuit son petit chemin. Il faut savoir que de temps en temps, on fait des après-midi danse traditionnelle, quadrille, mazurka, biguine. Mais ce n'est pas évident parce qu'il y a plus, c'est-à-dire le public qui s'y intéresse vraiment à ces danses-là, ce sont des seniors. Mais on fait en sorte quand même qu'on continue à faire ce travail de façon à faire connaître nos danses, notre tradition. Alors, les répétitions se font le samedi après-midi de 16h à 18h pour les débutants et le mardi de 20h à 22h pour les confirmés et préparer les prestations. Voilà, même en France, on essaie de garder les traditions guadeloupéennes et de musique. Alors, on va parler de l'université, puisqu'il y a eu un rapport qui est sorti. La dernière fois que vous êtes venu ici, président de l'université, c'était pour annoncer une bonne nouvelle. C'était au moment où l'université était classée parmi les, au niveau de la science, très bien classée. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur le rapport. On fait beaucoup de recommandations. Alors, on a 6 recommandations, effectivement, M. Zandronis. Merci d'avoir rappelé que l'université a récemment brillé au classement de Shanghai. Donc, ce rapport, il est complet, il est lucide. Il nous explique l'essentiel des progrès à réaliser encore, tout ce qui est perfectible, mais surtout, il tient compte de notre réalité, c'est-à-dire qu'il exprime, dès les premières lignes de ce rapport est exprimé,
qu'on vient d'une période très difficile. Et vous le savez, parce que sur votre propre plateau, M. Zandonis, on a eu des personnes qui tiraient à boulet rouge sur l'université, sur la présidence, etc. Vous vous souvenez, ça défilait. Donc, et il y avait aussi des conflits avec la Martinique, entre la Guadeloupe, la Martinique. Enfin bon, donc on a connu... Non, mais vous voyez bien que c'est réglé. Là, vous n'entendez plus parler de ce genre de choses. Donc, ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'on a eu le paroxysme de ces problèmes quand la Guyane est partie, avec l'implosion de l'université. Ensuite, il y a eu l'écho de tout cela qui a encore duré entre 2017 et 2021. Et puis maintenant, c'est fini. On s'est mis vraiment au travail parce qu'il faut de la sérénité pour travailler. Donc là, maintenant, on est au travail, on progresse. Et ce même rapport de la Cour des comptes le dit du début à la fin, et notamment en début de synthèse, donc les premières pages, où on commence avec une contextualisation en disant qu'on sort d'une période de grave crise. Et à la fin, on dit, la Cour des comptes écrit qu'il faut poursuivre le rétablissement entamé pour renforcer cette administration, la rendre plus solide. Voilà. Donc tout est dit avec ces éléments-là. On a des éléments d'amélioration encore. On est au travail pour cette université, pour notre université. Et on est conscient de ce qui reste à faire, mais tout le monde doit être conscient aussi de ce qui a été déjà fait depuis 2 ou 3 ans. Oui. Alors, est-ce qu'au niveau, par exemple, budgétaire, ça va s'améliorer? Parce que j'ai vu les chiffres... Il y a pas de... Le problème budgétaire est un problème principalement de pilotage, c'est-à-dire de vision, de capacité de vision. La Cour nous dit que nous avons une gestion financière trop prudente, parce qu'on navigue un peu à vue, on n'arrive pas à se projeter dans 1 an, dans 8 mois, en raison de notre système d'information qui n'est pas encore abouti. Mais bien sûr, on a fait de gros progrès durant ces dernières années. On va finaliser tout cela l'année prochaine, et on devrait normalement, on a recruté aussi un expert en finance qui nous a rejoint ce mois-ci. Donc on va être au point dans les mois qui viennent. Mais il n'y a pas de problème de trésorerie. On a des comptes financiers dont le résultat est positif depuis plusieurs années consécutives, même avant ma prise de fonction en 2022. Donc on n'est pas en dette. Si vous jetez un coup d'œil sur les autres rapports d'autres universités océaniques, vous verrez qu'il y en a qui sont quand même dans le rouge financièrement. Ce n'est pas notre cas. Alors l'autre aspect sur lequel on insiste aussi, c'est sur la recherche. Il semble qu'il faut booster un petit peu la recherche. Alors, il y a une organisation de la recherche qui est effectivement en cours, parce que ce que la Cour des comptes estime aussi et dit avec justesse, c'est qu'il nous faut développer notre capacité de réponse aux appels à projets internationaux, européens, etc. Ce qu'on est en train de faire. On a commencé par gagner un appel à projet d'1 200 000 en 2022. Lorsque j'ai pris mes fonctions, on a répondu à cet appel à projet pour créer une direction de la recherche compétitive. Ça nous a financé donc de la masse salariale pour faire venir des experts chez nous, pour aider nos chercheurs à monter des projets concurrentiels. Et là, on a une très très bonne dynamique avec cette direction de la recherche. On a au moins 7 ou 8 projets qui ont été présentés, donc on attend les résultats. On a déjà eu on a pour l'instant, M. Zandonis, 15 millions entre 2022 et aujourd'hui, 15 millions de fonds propres suite à des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Injectés dans la recherche? Qui sont, non, pas tous dans la recherche, partiellement dans la recherche, d'autres c'est dans la rénovation énergétique, enfin c'est pour faire vivre l'université. Parce qu'on sait bien qu'en ces moments, on a entendu le Premier ministre, on est en période de raréfaction quand même des fonds publics, la France a beaucoup de dettes, a pas beaucoup de ressources, donc nous il faut qu'on se débrouille. Donc on ne va pas compter sur l'État pour nous subventionner. Donc il faut bien qu'on développe nos ressources propres, ce qu'on est en train de faire, et ce que la Cour dit aussi, qu'on est sur la bonne dynamique, mais qu'il y a encore des progrès à faire. Donc bien sûr on continue, ça fait 2 ans qu'on est là, l'équipe en place, donc on travaille, et puis moi je suis très, très heureux de ce rapport, parce qu'encore une fois, il nous donne une cartographie complète de ce qu'il nous reste à faire, donc on sait absolument tout ce qu'il y a à faire, et les recommandations sont toutes pour 2025, parce que c'est des choses qui sont faisables en 1 an, en 6 mois, en 1 an et demi peut-être, donc c'est des choses qu'on va finaliser. Alors, l'autre aspect sur lequel je voulais venir avec vous, c'est l'environnement caribéen, l'inscription de l'université dans les relations de plus en plus fortes avec notre environnement caribéen, puisqu'on voit l'université des West Indies fleurir, elle progresse. Bon, c'est vrai qu'elle est plus ancienne que la nôtre, qu'elle est plus autonome, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui manque pour que, je veux dire que la caribéanisation, je vais prendre un mot qui n'existe pas, mais enfin je veux dire comme ça, puisse se faire entre l'Université des Antilles et l'Université de la Caraïbe? C'est déjà le cas avec plusieurs universités, notamment avec l'Université des West Indies, mais ce sont des coopérations par secteur de recherche principalement. Les coopérations... Des échanges d'étudiants quand même aussi. Alors les échanges d'étudiants, ça va être plus... Enfin, c'est pas des échanges, c'est plutôt de l'accueil d'étudiants. Oui, il y a des échanges d'étudiants, on a des masters internationaux avec la Caraïbe, donc on a quelques étudiants, mais les chiffres sont modestes, je ne vais pas vous raconter d'histoire ici. On a des étudiants haïtiens qui viennent
assez nombreux chez nous aussi qu'on accueille. Donc là aussi, c'est de la coopération. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Université des West Indies, c'est une université privée. Oui. Donc il n'y a pas le même niveau de ressources. Quand un étudiant paie 170 € sur des pays indépendants, plusieurs États indépendants qui mettent des ressources avec une université qui reste privée, donc c'est pas le même modèle économique du tout. On n'est pas au même niveau. Ensuite, ce sont des anglophones. La Caraïbe, elle est quand même anglophone, hispanophone majoritairement. Créolophone aussi. Créolophone parce qu'il y a 11 millions à peu près de Perses de créolophones avec la Haïti, Guadeloupe, Martinique, Dominique, Sainte-Lucie, on est d'accord. Mais ça veut dire que ça facilite aussi les échanges parce que la langue est la même. Nous, quand on veut internationaliser une formation, si ce n'est pas dans le cadre d'un échange, par exemple Erasmus, où les gens viennent aussi apprendre le français, mais dans ce cas-là, il faut que les cours soient en anglais. Donc il faut qu'on transforme aussi notre offre de formation, notamment au niveau master, pour la rendre accessible aux hispanophones, aux anglophones. Et donc ça, c'est un travail, mais c'est un travail qui est en train d'être réalisé, mais surtout pour la mobilité des étudiants. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et nous, on a des conventions déjà, signées avec des collectivités notamment, puisqu'Erasmus concerne principalement l'Europe, pour nous permettre d'avoir ces mobilités étudiantes dans la Caraïbe, parce que les étudiants n'ont pas forcément les moyens non plus de supporter ce coût-là. Un autre aspect, je veux le voir avec vous, c'est que pendant une période, on le disait souvent, beaucoup de nos étudiants partaient en France ou au Canada, etc. etc. Est-ce qu'on réussit aujourd'hui à juguler cette fuite de cerveau? Alors oui, je pense que nous, l'Université des Antilles joue son rôle parce que la Cour des comptes justement l'a dit, que la démographie elle est décroissante, vieillissante aussi, donc c'est deux aspects différents, mais les deux ne sont pas très positifs, en tout cas pour une université dont le public est jeune, et donc on a moins de bacheliers, on sait qu'il y a des classes, des classes qui ferment dans des écoles au primaire, dans des collèges, etc. Et pourtant nous, notre effectif est stable. Oui. Donc ça veut bien dire qu'on capte finalement environ 13 000 étudiants, donc on capte toujours finalement plus d'étudiants. On arrive à augmenter en proportion le nombre d'étudiants qu'on capte, en pourcentage, mais en nombre, on reste à peu près stable parce que forcément, le vivier, il baisse. Donc, on ne peut pas non plus faire de miracle. Mais je pense qu'on gagne en attractivité depuis plusieurs années. Oui. Alors, j'ai reçu il y a 2 jours Madame Gladys Francis. Je lui posais la question, puisqu'il y a une convention qui a été signée avec vous. Est-ce que je vais poser la question comme ça, vu Trump est arrivé, est-ce que les étudiants guadeloupéens continueront à aller aux États-Unis? Bien sûr, cette convention est d'actualité. Elle a été signée en cours d'année précédente. Donc là, on est en train de mettre en œuvre les choses, notamment au campus du camp Jacob, pour permettre à les étudiants de partir. Oui. Donc oui, donc après l'élection américaine est ce qu'elle est, donc on verra. Hein. Oui. Tant que nos étudiants ne sont pas en danger sur le territoire américain, ils pourront y aller. Bien, alors globalement, quand vous voyez un petit peu ces recommandations de la Cour des comptes, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez, pour vous, c'est une agression, ou bien au contraire, c'est une marche à suivre, un chemin à baliser? Alors, ce n'est pas du tout une agression. La Cour des comptes est une juridiction. Donc, elle n'est pas là pour vous donner des bons points. Oui. Elle est là pour chercher les problèmes. Oui, et ils les trouvent. Hein. Oui. Ils les trouvent tous. Et pour certains, ça finit au pénal hein, quand il y a des vrais problèmes. Donc, nous, on n'a pas ce niveau de problème. Oui. Donc, on a des évaluations tous les 5 ans où il y a les points forts, les points positifs, les points faibles. Mais là, ce n'est pas une évaluation. C'est un contrôle de la Cour des comptes. Donc, on nous a donné... Finalement, c'est comme un audit gratuit. Enfin, on en a participé, on a quand même répondu à beaucoup d'enquêtes, etc. Mais c'est un audit qui nous permet de voir très clair dans la marche à suivre. Donc oui, M. Zandouris, c'est une feuille de route, c'est une opportunité pour nous d'agir en conséquence, en efficacité. Et là, je crois que la majorité de la communauté universitaire a envie de se retrousser les manches et de travailler pour finaliser tout ce qui a déjà été entamé depuis quelques années et arriver au bout du chemin, c'est-à-dire au niveau où on est sûr que tout fonctionne parfaitement, correctement, qu'on est dans les clous sur tous les points pour pouvoir continuer à rayonner et à développer cet établissement parce qu'il est fondamental pour les Antilles, pour nos populations, donc il faut en prendre soin. Oui. Donc à tous ceux, à toutes celles et à certains médias qui veulent utiliser cet outil pour dénigrer l'université, pour la salir, je veux leur dire de réfléchir un instant quand même, de ne pas se tuer, qu'on ne se tue pas soi-même. Donc plutôt de venir nous aider, nous accompagner à faire mieux, à faire plus, avec toutes celles et ceux qui travaillent tous les jours et qui aiment ces pays et qui aiment cette université. Ceux qui n'aiment ni les pays ni l'université, je leur propose de passer leur chemin. Oui. Alors hier, vous étiez en Martinique quand même pour ce qui s'est fait avec Césaire, je crois. Alors, c'était le 12, donc je crois que c'est avant-hier. Oui, il y avait un colloque en l'honneur d'Aimé Césaire. Vous n'êtes pas un littéraire, vous êtes un scientifique, mais... Mais j'aime les lettres, M. Zandouris. Justement, j'allais vous poser la question. Anti-lettres, hein. Oui, j'allais vous poser la question. Comment vous avez ressenti ce colloque sur Aimé Césaire? Ben, je pense que c'était un colloque important, c'était un colloque international, dans de très bonnes tenures. Il y avait des gens du Japon, d'Amérique du Nord, d'Europe, et il y avait bien sûr l'Université des Antilles était en force. Oui. Et d'ailleurs, la vice-présidente, Mme Laura Cassin, qui est une spécialiste d'Aimé Césaire, elle a eu une intervention
formation très brillante, une communication très brillante. Donc j'en profite pour faire sa publicité aussi. Donc parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que elle est enseignant-chercheur en littérature et que c'est quelqu'un de très doué. Sous Césaire, elle est en train de préparer quelque chose sous Césaire, je crois. Alors non, elle avait effectué sa thèse sur Aimé Césaire. Donc c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts l'œuvre d'Aimé Césaire. Mais c'était un très beau colloque et c'était important que l'université soit là. Donc le président Letchimy était également présent, le maire de la ville de Fort-de-France, M. Laguerre, était présent. Donc je crois que c'était un très beau moment, empreint de solennité et puis très important. Bien, ben écoutez, je vous remercie. Je vois que vous êtes optimiste, donc c'est une bonne chose. Ah oui, mais c'est un optimisme réaliste. Hein. Oui, c'est oui, que lucide, les choses avec lucidité, vous êtes lucide. Je suis totalement lucide et on est en pleine forme, on est en plein d'énergie, on va travailler et on va encore améliorer tout ce qui doit l'être. Bien, ben je vous remercie. On revient à l'actualité avant de passer à la CAP dans la deuxième partie de notre émission. Maxime Morel était à la journée de la reconversion. Justement, on voit de son reportage. Cet événement est organisé dans toute la France et permet aux personnes de pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'ils se posent lorsqu'ils avancent dans leur vie professionnelle. Alors, il y a plusieurs raisons qui incitent quelqu'un à agir. C'est que soit son emploi devient menacé ou fragilisé parce que son métier a tendance à disparaître, soit parce qu'il ressent un sentiment de stagnation ou de démotivation par rapport à ses activités actuelles, soit parce qu'il va avoir la nécessité de changer de territoire et il se dit que les compétences qu'il a là, il va peut-être pas pouvoir nécessairement pouvoir les mobiliser dans un autre contexte ou dans un autre environnement. Vous avez aussi les personnes qui connaissent des ennuis de santé ou d'inaptitude et qui font qu'ils ont aussi l'obligation. Donc parfois, la reconversion, elle est voulue, elle est anticipée, et d'autres fois, elle est subie. Et il faut pouvoir répondre à tous ces cas de figure. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la GIP DFI, où on fait un bilan de compétences afin de savoir où la personne se positionne, à savoir aussi qu'il y a un psychologue qui accompagne les personnes qui ont fait des dépressions, puisque ça arrive souvent dans le cadre du travail de faire des dépressions, de ne pas comprendre où on se trouve. Et aussi, il y a les événements de la vie aussi personnelle qui peuvent rentrer en jeu, puisque la santé mentale, en fait, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est très important de plus en plus dans le cadre du travail. Et ce qui est bien avec la GIP DFI, c'est que le bilan de compétences qui se fait sur 3 mois minimum, où on a des créneaux de 2 heures chaque semaine, et on peut parler, échanger avec les collaborateurs qui sont présents avec nous. Le point qui intéresse le plus les personnes, c'est comment agir en toute sécurité. C'est-à-dire que la sécurisation du parcours est vraiment l'élément qui permet à une personne de pouvoir s'engager. Si le risque est trop grand, la personne aura trop de réticence à passer à l'action. Par contre, si on peut lui indiquer qu'il existe de multiples solutions en fonction de sa situation, en fonction de la nature de son projet, qu'il existe de multiples moyens d'agir, c'est ce que nous appelons les chemins de la reconversion ou les passerelles de la reconversion, pour montrer qu'à certains moments, vous pouvez utiliser des dispositifs, vous pouvez utiliser des organismes, des personnes qui vont être là pour vous accompagner et qui vont être là pour vous financer vos projets. Et donc, il faut vraiment prendre, voir le bon côté des choses et se dire, j'ai la capacité de choisir librement mon avenir professionnel, c'est à moi de me mettre en action. Voilà, il est 13h25, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure pour parler de la parentalité avec nos 2 représentants de la CAF, Mme Siméus et Mme Gass. Et on va recevoir aussi M. Andus. À tout de suite. Je ne suis pas représentant. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous pour la dernière séquence du ZCL News. Je voulais dire, on va parler de la semaine de la parentalité, puisque nous avons avec nous la présidente de la maison de la parentalité, Madame Françoise Gaz, et bien sûr Mathilde Sinicéus, qui est de la CAF. Et puis d'un instant, pour nous donner la parole aussi à Gilles Andus. Bonjour. Bonjour.
avec lui, on parlera de guide de marché en Nation Guadeloupe, de nous expliquer un peu le sens de cette démarche. Alors, parlons un petit peu de cette semaine de la parentalité, puisque visiblement les choses ont commencé, c'est demain, c'est le 15, ça commence exactement, et c'est 2 semaines de démarche sur la parentalité. Alors, je vous pose la question, puisque vous êtes président de la maison de la parentalité, quelle est l'importance de ce genre de manifestation pour les enfants et pour les parents? Alors, c'est très, très important. Comme ça met en lumière toutes les activités que nous mettons en place durant toute l'année. Et pendant ces 2 semaines, il y a focus sur les actions qui se font pendant toute l'année. Et cela permet aussi aux parents d'être au courant que nous existons aussi. Et par le biais de ces actions, on les aide pour mieux réussir leur mission éducative. Mais alors, l'aide se fait comment? C'est-à-dire que les parents viennent dans ces maisons de parentalité ou bien... Alors, nous mettons en place des actions pendant toute l'année, des groupes de parole, des conférences débats, des sorties en famille. Et nous avons aussi un lieu ouvert aux parents pour qu'ils les accueillent et qu'ils les orientent en fonction des problématiques que les parents rencontrent. Alors, j'ai vu que c'est la 6e édition de Semaine de la parentalité. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, puisque on parle beaucoup de délinquance, de problèmes d'enfants, etc., mineurs et tout, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a un progrès qui se fait au niveau de la relation enfant-parent? Eh bien, je dirais que quand on regarde les actualités, on a l'impression que les choses ne s'améliorent pas, mais sur le terrain, on se rend compte que des parents font des efforts pour mieux réussir cette mission. Et puis, on progresse, on met en place des outils. Et vous avez vu, le thème, c'est tant d'années incroyables. Justement, c'est pour mettre l'accent sur un programme qui a été financé par la CAF pour baser sur une éducation positive, mais non permissive, pour donner des outils aux parents et leur redonner du plaisir dans leur rôle parental. Et il faut savoir que c'est vrai que les parents ont des difficultés, rencontrent des difficultés par rapport à l'évolution et par rapport aussi au fait que la famille est en pleine mutation. Et ça permet d'être là pour répondre, comme je disais, à leurs interrogations, pour les accompagner et pour aussi répondre à leurs interrogations. Donc, je pense que si ces actions, nous sommes à la 6e édition, ça veut dire qu'il y a un impact positif sur la parentalité. Bien, alors Madame Sinesius, vous êtes manager du pôle travail social à la CAF, et je vois que la CAF a prévu, d'après ce dossier que nous a transmis, 100 actions. C'est pendant toute l'année ou pendant ces 2 semaines? Ces actions se passeront sur les 2 semaines. Oui. Oui. Donc la CAF, effectivement, c'est un acteur majeur dans le domaine de la parentalité. Et on sait bien sûr le poids que ça a d'accompagner les acteurs, les différents partenaires pour mettre en place ces actions qui sont effectivement beaucoup sur l'année, qui ne sont pas toujours très, très bien vues. Donc on veut mettre l'accent sur ces 2 semaines, mettre en lumière ces différentes actions et mettre justement en lumière les acteurs qui les font. Donc on les accompagne pour cela et on aura diverses actions sur l'ensemble du territoire avec le concours des maisons de la parentalité, mais aussi les centres sociaux, les EVS, et bien sûr, le service social de la CAF ne sera pas en marge avec les différentes actions que nous allons vous présenter tout à l'heure. Alors, je note quand même que la plupart des actions, l'accès est libre et gratuit. Oui, tout à fait. Comme vous l'a dit Madame Gass, ce sera libre et gratuit. Donc, ce seront des actions ouvertes aux professionnels, mais aussi beaucoup d'actions ouvertes aux parents. Donc, avec des ateliers, des conférences, des groupes de parole. Oui, sur l'ensemble du territoire avec un programme. Même diffusion de films, j'ai vu aussi.
de ce gouvernement. Et bien évidemment, comme chaque année, Joula ça c'est en nous. Oui, Joula ça c'est en nous, effectivement, constitue un programme phare pour nous. C'est la 13e édition et nous aurons justement l'occasion d'avoir comme marraine Madame Evelyne Democrite et nous allons recevoir, comme d'habitude, l'ensemble des parents qui sont sélectionnés par l'ensemble des travailleurs sociaux. Non, ce ne sera pas la CAF cette année, ce sera sur un site du département, mais ce sera un site ouvert et ce sera une action qui sera quand même destinée aux personnes qui seront accompagnées par les travailleurs sociaux, donc sous invitation, avec bien sûr, avec le concours des partenaires sociaux du département, et nous allons donc leur permettre d'avoir, comme d'habitude, différents. Déjà, on va faire des mini-débats. Donc la thématique cette année, donc ce sera comprendre les mécanismes de l'emprise dans le couple, savoir comment sortir de cet enchaînement d'emprise, donc entre projet de départ et soumission. Donc au travers des différents mini-débats, nous aurons des professionnels qui vont interpeller les familles sur ces séquences. On aura donc 4 séquences de mini-débats que je vais vous développer tout à l'heure. Donc on les verra. Je peux y aller maintenant? Oui, vous pouvez y aller. Donc on aura des mini-débats, donc on aura les signes précurseurs donc des violences conjugales, donc permettre aux familles de pouvoir détecter les signes, puisque souvent les familles sont impactées par la violence, mais elles ne le savent pas. Donc on va permettre à tout un chacun de pouvoir détecter ces différents signes, avec bien sûr les différentes associations qui accompagnent les familles. Donc par exemple Initiative France Victimes, on aura le CPCA, on aura Guadave, on aura après un mini-débat donc sur les différentes formes de violence conjugale, avec justement la distinction entre conflit et violence. Donc on aura là des avocates qui vont pouvoir dire justement ce qui est juste en termes de droit, et aussi les associations comme Attitude Médiation et le CIDF. On aura sur un autre mini-débat le cycle des violences conjugales, donc justement comment repérer les relations toxiques, avec M. Raymond Houteau, et aussi un professionnel qui va pouvoir dire aux familles au travers de cet atelier comment détecter les relations toxiques. Donc on aura par la suite l'accompagnement à la reconstruction justement avec un psychologue et aussi les associations et bien sûr un travailleur social de la CAF qui va aussi aider les familles à savoir comment se reconstruire, comment repartir après une situation de séparation. J'ai vu qu'il y a une séance de cinéma, mais au Codivin, au Cinestar, l'enfant au cœur de la séparation. Oui, ce sera avec l'association Attitude Médiation qui mettra donc en lumière cette thématique-là, avec justement une projection pour permettre aux familles de comprendre. Alors, autre chose, on ne va pas tout prendre, mais enfin je prends comme ça. Être parent, est-ce une leçon de vie? Alors ça, ce sont des interventions, échanges avec c'est une pièce de théâtre. Oui, donc Mme Gas pourra vous le dire. À l'UMA. C'est à l'UMA, voilà. Donc c'est une journée d'études avec Attitude Médiation, effectivement, à travers une pièce de théâtre. Destinée aux professionnels. Voilà, destinée. Les parents aussi. Oui, les parents aussi? Ouais, oui. Alors quand même, je pose la question parce que souvent on dit tout se passe entre Pointe-à-Pitre, Abîmé et Gouzier. Il y a quelque chose de prévu à Gambourg, à Marie-Galante? À Marie-Galante, cette année, non, nous n'aurons rien. Mais la CAF aura l'action Brisons le silence, qui va se dérouler en fin de semaine, du 25 au 30, avec des ateliers aussi, des ateliers thématiques pour les familles, une conférence, et aussi des ateliers et des sorties aussi en famille, pour permettre aux femmes de comprendre. Je pose la question à Mme Gass. Vous avez dit qu'il y a un progrès quand même dans la relation parent-enfant, et au moins sur le terrain. Mais alors, quand vous faites cette semaine de la parentalité, est-ce qu'il y a un suivi après? Si, parce que c'est-à-dire que nous menons des actions. Donc, quand vous avez vu que les actions sont sur tout le territoire. Donc, par exemple, la maison des parents que je préside, je travaille toutes les actions Bouillante. Enfin, je suis à Bouillante. Oui. Donc, toutes les actions que la maison des parents mettra en place, ce sera toujours avec nos parents, nos adhérents. Et voilà. Donc, dans chaque secteur, dans chaque commune, on travaille essentiellement avec nos adhérents. Alors, et puis c'est ouvert à tous. Oui, alors quand vous faites semaine de parentalité, ça s'adresse à des enfants jusqu'à quel âge à peu près? Tout le monde. Tout le monde? Voilà. Tous.
de 0 à, en plus, on a les 1000 premiers jours. Donc, de ces 0 à l'adolescence. Voilà, parce que même avec les aînés, on a des actions avec les aînés. Donc, c'est toute la famille. Est-ce que vous intervenez au niveau des enseignants? Parce que là aussi, les enseignants ont un rôle à jouer dans l'éducation. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les parents, entre guillemets, lâchent les enfants à l'école et le professeur ou le maître ou la maîtresse n'est pas le parent quand même. Nous menons des actions aussi dans les écoles, dans les lycées. Je veux pour preuve, vous allez voir que dans la programmation, il y a une action dans une école, avec les parents des écoles de Bouillante, parce que c'est vrai qu'il y a tellement, on ne pouvait pas tout mettre. Hein? Oui. Et donc, il y a 100 actions, j'ai vu. Il y a plus de 100. Oui. Parce qu'on a... Il y a plus, parce que je regarde sur Bouillante, on a au moins une dizaine et je n'ai pu mettre que 4. Donc c'est pour vous dire qu'il y a pléthore d'actions. Et je voudrais aussi mettre l'accent sur notre journée d'ouverture qui aura lieu demain. Vendredi, c'est vendredi, demain? Oui. Demain. Ça se passe à Bouillante? Ça se passe à Trois-Rivières. Ça se passe à Trois-Rivières et nous invitons les professionnels à s'inscrire parce qu'il reste encore quelques places, pas beaucoup, mais il reste encore quelques places. Donc au programme, nous avons l'état des lieux de la parentalité avec Madame Mulot. Oui. Accueil et posture professionnelle avec Madame Benoué, parce que l'intervenant qui devait intervenir a eu un décès dans la famille. Et le jeu pour renforcer la relation parent-enfant avec Madame Soudan et Madame Soudani et Tissot. Et ensuite, on va présenter l'action des 1000 premiers jours et il y aura des témoignages de parents qui ont commencé le programme Ces années incroyables que je vous parlais tout au début. D'accord. Alors je vais revenir avec Madame Sinisiou Joula, ça c'est en nous. Ce sera le 25? Oui, ce sera le 25, le jour effectivement de commémoration de l'élimination contre les violences faites aux femmes. Oui, et là aussi, je vois qu'il y a la projection d'un court-métrage. Oui, on va présenter le court-métrage que nous avons fait l'année dernière, réalisé avec le concours de notre porteur de projet, donc La puce à l'oreille, donc Doubout de Piquant. Donc c'est un court-métrage qui retrace justement le parcours d'une victime de violence conjugale avec l'accompagnement des différentes associations professionnelles qui peuvent l'aider à s'en sortir. Alors visiblement, la CAF s'implique beaucoup dans cette semaine de la parentalité. Je vais poser la question à Mme Gass, et puis me dire le contraire, oui ou non? Ah si, mais de toutes les manières, les semaines de la parentalité se fait en partenariat avec la CAF. Il faut savoir que tous les acteurs que vous voyez sont financés en grande partie dans le cadre des semaines de la parentalité. Enfin, dans le cadre de nos missions, le réseau d'écoute et d'appui et d'accompagnement des parents. Et une dernière chose, comprendre les mécanismes de l'emprise dans le couple. Et donc, c'est volontairement, j'imagine, par rapport à la semaine de la parentalité, que dans Joula, ça c'est en nous, que vous avez choisi cette thématique. Non, mais Joula, ça c'est en nous, c'est une action de parentalité. C'est une action de parentalité au départ. Oui, tout à fait. C'est toujours une action de parentalité. Oui, c'est pour aider les familles à mieux comprendre des choses. Oui. Donc l'année dernière, par exemple, nous avons fait l'accès au droit. Donc c'est toujours autour de la parentalité. Donc, et je vous pose la même question que Mme Gass. Est-ce que vous sentez quand même dans le rapport avec les gens de la CAF qui sont sur le terrain qu'il y a des progrès qui se font? Ah oui, il y a des progrès, il y a beaucoup de familles qui demandent à être accompagnées puisqu'on sait les difficultés de la société actuellement et se rapprochent de plus en plus des services sociaux ou alors des associations pour se faire aider puisqu'on sait que, par exemple, il y a beaucoup de familles monoparentales qui ont du mal, suite à une séparation, par exemple, à faire en sorte que l'éducation soit sereine. Donc, elles se rapprochent beaucoup de professionnels pour demander de l'aide, pour les accompagner, pour effectivement dans l'éducation des enfants, pour savoir quelles ressources qu'elles auront, quel type d'actions qu'elles peuvent mettre en place, des activités pour les enfants, etc. Donc effectivement, on voit l'évolution des parents et beaucoup de parents se rapprochant ainsi des services évoluent elles-mêmes, elles sont plus valorisées, elles ont plus confiance en elles, donc vraiment ça aide beaucoup de parents.
Alors, on va parler d'une association que peut-être un jour va travailler avec vous. Je ne sais pas, monsieur Anduze est responsable et guide de Mangwa. Alors, explication, qu'est-ce que c'est Mangwa? Mangwa, déjà, c'est un sigle. Oui. Ça veut dire marché en nation Guadeloupe. Marché en nation Guadeloupe. Marché en nation Guadeloupe. C'est découvert pays là. Exactement. C'est découvert pays là, mais donc cadre historique. Oui. C'est-à-dire que nous organisons des randonnées pédagogiques et dans ces randonnées-là, nous sommes capables de mettre ces participants là, découvrir pays ailleurs. Des timons ou bien des grands mondes? C'est plutôt orienté pour des timons à partir de 10 ans quand même, parce que ça peut rester des randonnées. Donc ça dépend des parcours, mais la plupart du temps, nous avons essayé d'intéresser les jeunes, parce que c'est ça qui est important pour nous. Mais tout le monde peut participer, de façon générale. Voilà. Alors, sont des démarches pédagogiques ou bien touristiques? Pédagogique. Ça veut dire que objectif en nous, nous accepter tout le monde naturellement, mais objectif en nous quand même, là où nous décider de nous faire projet là ça, c'était que d'intéresser le peuple là, guadeloupéen, à l'histoire mais différemment. Oui. Parce que souvent de fois, là où on peut parler d'histoire, si on a trouvé ça déjà rébarbatif, c'est un lot conférence, on le but comme ça. Et donc nous dit pourquoi pas trouver une solution pour que ces gens intéressés de façon assez ludique et pédagogique. Et donc à moment là ça, nous mettons en place des parcours d'explication historique. Alors nous n'y plusieurs parcours. Nous n'y en que nous avons fait dimanche là par exemple, qu'a venu et qui a rentré dans l'explication à qu'a quitté l'industrie sucrière dans le Nord-Bonne-Terre. Ça veut dire nous avons parti depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et nous avons marché dans l'histoire jusqu'à temps nous arriver au XXe siècle. Comme marcher en descens en tête et en l'esprit, absolument. C'est pour ça que nous crions comme ça, parce que nous avons pris mot à l'habitation Poyen. L'habitation Poyen, son habitation sucrière, qui joue un grand rôle en région là ça. Et nous avons à Botiran, qui plus loin, qui lui aussi joue un grand rôle en tant que port. Pour exporter SIC au niveau d'Arboussier notamment. Donc, là. Donc, dans tout ça, ça permet nous, donc à la fois de faire ce qu'on a découvert pays ailleurs, parce que c'est des sites qui sont très belles, qui aménagés aussi parfois, et aussi de comprendre qui gens, dans l'histoire, n'ont façonné paysage là aussi. Parce que là, par exemple, dans Kalassa, nous avons abordé la notion de chemin de fer. À l'époque, tu ni train en Guadeloupe, pas ni en l'origine qui savent ça, mais tu ni train qui pas te cacher les monde, mais qui te cache les marchandises. Mais réseau là toujours. Réseau là toujours. Réseau là visible toujours. Et il faut savoir que réseau là tu prend pratiquement toute la grande terre, tout le nord grande terre, de Port-Louis jusqu'à Petit Canal, pratiquement jusqu'à Moule, où tu ni un réseau de chemin de fer. Alors on marche comme ça, je crois que ça va durer combien de temps? Ça peut aller de 17 ans jusqu'à 4 ans. Jusqu'à 4 ans? Oui, ça dépend du parcours. Nous avons fait ça sur toute la Guadeloupe, Bastet, Congontais, parce que c'est une des faits historiques qui fait tout partout. Nous pouvons arriver à parler d'industrie dimanche, mais nous pouvons arriver à parler de faits historiques, comme en 1802, comme le fameux massacre de la Saint-Valentin à Moule. Nous avons parlé de mai 67, donc là nous en ville. Enfin voilà, nous avons plein de thématiques différentes qui permettent de nous aborder donc plein de questions. Alors, on monde qui en fait encore du ça parce que l'émission là, il y a envoyé en France, on voit qui en France, il a envoyé ça. Il a dit, mais pays la belle quand même finalement. Mais c'est pour ça qu'on dit, l'objectif là aussi, c'est de permettre aux gens de découvrir le pays là en d'autres gens. En d'autres gens, parce que nous avons des remontées sur des remarques souvent que les gens ont fait nous. Des fois, nous avons fait des tiarets. Est-ce que vous savez qui pied bois qu'il a? Est-ce que vous savez qui animaux qui ont sonné en bas voilà? Et souvent de fois, c'est une pour mes pays là belle quand même. Voilà. Non, mais à confirmer. Alors, nous avons souvent dit, c'est par rapport à la Guadeloupe, c'est que c'est vraiment des îles différents. Là ou pas en bas, en Sud-Bastet et là en Grande-Terre, c'est des pays différents. Ah oui, complètement. Et géologiquement, la Guadeloupe est intéressante à niveau là ça, parce que nous avons trouvé une de ces îles à la Caraïbe qui n'est un plateau calcaire et un plateau volcanique. On ne voit même pas de désirate qui est particulier. Qui tout à fait à part. Donc nous avons une richesse patrimoniale et biodiversité en région, nous. Alors est-ce que les Guadeloupéens sont conscients de ça? En tout cas, dire oui. Puisque nous sommes quand même majoritairement fiers de l'île de nous, pour la plupart, mais est-ce que nous sommes conscients véritablement des impacts que nous, Guadeloupéens, nous n'y allons pas avancer? Ça veut dire que souvent de fois aussi, nous avons croisé l'eau pollution.
C'est ça, l'eau décharge. Donc, on fait ces démarches, ça, le monde lâcher n'importe qui, n'importe des fois, c'est assez choquant. Des fois, c'est l'homme là qui a revoyé une série des immondices des côtés qui est complètement belle. Donc, ça a fait prendre conscience aussi que l'humanité au sens nom, il y a un véritable danger par rapport à la nature. Donc, ça veut dire qu'on dit sur un travail pédagogique qu'on fait, c'est-à-dire que pendant ce qu'on fait ça, mais expliquer mon là quand même pour prendre soin des pays là. Absolument. Et ça permet nous, c'est pour ça qu'on parle des jeunes aussi, d'intéresser les jeunes à ça, à la question de la biodiversité, à la question de la pollution, de la préservation de la richesse. Parce que là, nous avons marché, nous avons évidemment évité de jeter des immondices en nous, plastique, bouteilles, de l'eau, c'est éviter ça pour ne pas abîmer le pays là. Voilà. Rendez-vous dimanche à quelle heure? Alors, nous y rendez-vous dimanche matin à 7h du matin au niveau habitation pour rien. Et donc, nous allons inviter tout le monde qui est intéressé. Il faut faire vite parce que c'est place limitée et ça va monter vite. Madame Sinésius, vous êtes de Montréal, il me semble. Non, du Moule. Il faut un jour aller voir cette... Oui, je connais le territoire. Ah, vous connaissez le territoire quand même? Oui, d'accord. Non, mais on va inviter ce monde à crier numéro là 06 90 64 86 25 si vous voulez réserver. Mais quel il en soit, même s'il plaît beaucoup là ça, nous allons essayer de faire un donné par mois. D'accord. Allez, en thématiques différentes. Oui. Voilà. Donc c'est très intéressant quand inviter vraiment tout le monde à venir voir ça. Bonjour, ils font tout à Bouillante. Parce que ni des belles mitins à Bouillante aussi. Ah, ça va intéresser, moi. Non, mais radio, ça on connaît cette bonne région là, on peut dire qu'à Bouillante, n'est-ce pas, madame? Ah oui, tout à fait, il faut venir. Il n'y a pas de problème. Surtout des randonnées. Ok. Belle randonnée à Bouillante, dans les hauteurs là, absolument. De belles chutes. De belles chutes, etc. Alors, on va faire un petit rappel. Donc, demain, le top départ de la semaine de la parentalité. Alors. Oui, demain à Trois-Rivières, et puis sur l'ensemble du département. Et je souhaiterais remercier M. Yannick Rosine qui a accepté d'être le parrain des semaines de la parentalité. Et j'avais déjà presque oublié. Et donc, j'espère que tout le monde le connaisse. Et il a été primé. Voilà, il a été primé pour son film. Et c'est vrai que ça parle. Ça parle à la famille guadeloupéenne en général. Donc, c'est pour cela. Madame Sinésius, un dernier petit mot quand même, ou un rappel? Oui, donc on va demander aux familles de pouvoir aller sur le CAF.fr pour retrouver le programme des semaines de la parentalité. Et on les attend effectivement pour toutes les actions sur l'ensemble du territoire. Ils se rapprochent de chaque acteur qui sera dans le programme. Et on les attend bien sûr, toutes les familles qui seront sélectionnées sur le Joula ça c'est en nous et Brisons le silence à Saint-Martin. À partir du 25. Quand même. Bon. Oui, je vous l'ai dit, Brisons le silence à Saint-Martin. Oui, c'est l'action qui ressemble à Joula ça c'est en nous, mais qui est faite sur le territoire de Saint-Martin avec les travailleurs sociaux et les acteurs de Saint-Martin. Et nous avons aussi une maison de la parentalité à Marie-Galante. Donc, il y aura des actions à Marie-Galante. Oui, j'ai vu qu'il y a quelque chose à Marie-Galante, à Gambourg, les effets du sucre sur le développement de l'enfant. Exactement, et ça se fait espace la case verte, accès libre de 9h à 11h. Donc c'est vrai que sur tout le territoire, et vous ne le savez même pas, c'est que il y a une pièce de théâtre qui joue à Trois-Rivières samedi, et la dame qui était là, Madame Rabouteur tout à l'heure, va faire un atelier sur la parentalité. Donc c'est un sujet qui est vraiment au coup du jour, et pour faire un lien avec ce que fait monsieur sous machin pays en nation Guadeloupe, effectivement, peut-être qu'il faut... Ça rentre aussi en c'est bien aussi parce que ça permet... Important, ça, mais oui, de prendre conscience de la valeur du territoire. Tout à fait. Et, ça renforce les liens aussi. Ça renforce les liens, et puis effectivement, et c'est important, donc continuez votre travail là. Merci bien. Nous continuer avec plaisir. Et pas oublier Bouillante là au temps, ils font-ils dans tout là, parce que un radio, ça sérieusement, Gilles, ni de quoi. Non, mais pas de gros problème, avec plaisir. Ni de quoi, Bouillante. Moi-même, l'autre jour, en découvrant, même à Bouillante, Madame Gass, vous connaissez les galets rouges de Bouillante? Et comment? Oui. On comptait en plage, toutes ces petits roches-là, rouges. Oui. La première fois, on voit ça. En protégeant, on voit ça, les galets rouges, je crois que c'est ça.
C'est pas un problème de pollution, je me suis renseigné, c'est pas un problème de pollution. Non, pas du tout. C'est un problème c'est peut-être l'eau chaude, voilà, peut-être on ne sait pas. Ouais, et dans sa particulier, non, c'est vrai, c'est radio ça, en bas mon bouillant, mais en radio que... Et je lui parlais aussi des chutes. Oui, mais alors, nous, la particularité, c'est que c'est pas simplement des randonnées pour faire des randonnées, il faut qu'il y ait un intérêt historique. Oui, bien sûr. On en a, parce qu'il y a la lise. Il y a la lise. Ah ben voilà. Ni invité à faire pas là. Oui, tout à fait. Non, on a radio ça. Si on dit ça, on peut aller. Bien. Ok, bon, on a le temps de faire le dernier sujet. Oui, on y va. C'est la sécurité mise en place pour les croisiéristes. C'est un autre sujet totalement différent de Machin en Nation Guadeloupe. On regarde. Non, il peut pas, il n'est pas prêt? Non? Bon, alors, la pratique du foot peut-être? Oui. Avec le programme Orange Digital Center d'Orange Antilles-Guyane et Orange SA, nous proposons aux clubs de bénéficier d'un partenariat où on leur donne des dotations, maillots, des kits de foot. Et à contrario, ils doivent nous permettre de venir sur les terrains avec les jeunes U11 à U13 pour leur permettre de vivre un atelier foot, tout simplement pour les éduquer au numérique à travers une thématique qui, effectivement, en ce moment, est en vogue, malheureusement, le cyberharcèlement et le harcèlement. Nous vivons dans des temps, dans un monde où le harcèlement, ça se vit au quotidien, quoi. Et donc, nous devons effectivement de protéger nos enfants afin qu'ils grandissent dans des conditions plus ou moins décentes et saines en plus. À travers leur passion qu'est le foot, on permet à des enfants, dans un cadre de jeu, c'est plutôt ludique, de faire une montée de balle. Alors, il y en a qui sont chargés, donc là sur nos images en orange, d'envoyer des balles dans les pieds justement de ceux qui font la montée de balle. Et tout à l'heure, nous allons faire arrêt sur image avec eux pour leur poser des questions et faire le lien avec le harcèlement et le cyberharcèlement. Bon, ce sont des enfants, ils sont en âge de jouer, on va dire. Donc c'est à nous, éducateurs et adultes, de leur trouver des thèmes et qu'il y ait une corrélation avec leur passion favorite, à savoir le foot. Donc c'est à nous de trouver voies et moyens pour pouvoir transmettre. On a des gamins qui peuvent être harcelés par n'importe quel biais maintenant, que ce soit téléphone, que ce soit tablette, que ce soit ordinateur. Les enfants maintenant, ils ont les écrans de plus en plus tôt. Donc c'est vrai que le cyberharcèlement est on ne va pas dire compliqué à gérer, mais c'est un sujet assez important dans le monde, on va dire. Il faut toujours encourager la jeunesse, surtout lorsqu'elle s'implique pour bien faire les choses. Et donc, nous avons des jeunes qui se sont présentés à une élection, l'élection de Miss India. Vous savez, c'est jamais facile, surtout pour un jeune. On les a interrogés, c'est une première expérience. Donc, il fallait les encourager, les féliciter. C'est une fierté pour la ville. Ils deviennent les ambassadeurs de la ville aussi. Et à travers les différentes manifestations, nous avons l'occasion de les inviter. Et puis, ce sont des modèles aussi pour la jeunesse. Donc, c'est important. En tout cas, juste avant le conseil municipal, avec les élus, nous avons voulu leur dire toute la fierté que nous avons et qu'ils représentent pour nous au niveau de la ville de Petit-Canal. Ça représente énormément de choses. Je suis fière de représenter ma culture indienne. Et je suis fière de représenter Petit-Canal. Je suis fière de ma commune. Petit-Canal, c'est le carrefour de l'histoire. Et c'est là que beaucoup de cultures s'entremêlent. Et c'est vraiment magnifique de voir ça, de voir aussi comment monsieur le maire est très impliqué dans la culture indo-guadeloupéenne. Et pour moi, ça représente vraiment parce que j'aime ma commune. Et j'adore le développement qu'elle a avec monsieur le maire, la majorité municipale. Mes projets, par exemple, inciter les jeunes à connaître notre histoire et sa diversité culturelle avec des associations de Petit-Canal. Ce que j'aimerais faire, c'est de montrer à tout le monde que la culture indo-guadeloupéenne n'est pas fermée à certaines personnes, que c'est très ouvert, que tout le monde peut rentrer, et de montrer aussi qu'on peut la mélanger à d'autres cultures, comme le fait l'association Shakti. Ils nous ont montré que
nous pouvons mélanger notre culture en mélangeant nos tambours avec les tambours du Koka. Ça fait un son vraiment magnifique. Ça fait une mélodie vraiment magnifique. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment ça et qui aimeraient voir se développer beaucoup plus. Voilà, bien c'est avec ça qu'on va terminer le ZCL aujourd'hui. Je rappelle qu'en début de l'émission, on a reçu M. Jules Otto, le maire de Vieux Habitants, justement parce que demain, dans sa commune, aura lieu la remise, la restitution de la tasse de la biodiversité communale. Encore une commune que Fougil, on a dit ça, Vieux Habitants là au Seigneur l'hôpital dans Montagne là, enfin bref. Madame Carole Rabouteur est venue présenter sa pièce de théâtre qui passera samedi à Trois-Rivières, s'appelle Les Récluses. Sur les violences intrafamiliales. Michel Geoffroy, le président de l'université, nous a parlé du rapport de la CRC sur la gestion globale de l'université. Il y a des bonnes et des moins bonnes choses, mais ils sont sur la bonne voie. Et puis avec Mathilde Sinéus, manager du pôle travail social de la CAF Guadeloupe et Saint-Martin, et avec Madame Françoise Gasse de Bouillante et de Maison de la Parentalité, on a parlé de cette semaine de la parentalité, des semaines de la parentalité qui commencent demain. Et dans ces semaines, il y a le jour là, ça c'est en nous de la CAF. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit, Julien Dius vous attend pour marcher en Nation Guadeloupe. Ce sera dimanche, départ à Petit Canal. Autour de l'histoire, c'est ça, voilà. Poyen à 7h du matin. À Poyen à 7h du matin. Et pour mettre de joie, ils font descente à Bouillante. Ça, nous avons fini de là. On vous remercie, Madame Gasse. C'est vrai que quand j'entends Gasse, je devais savoir que c'est Bouillante. Je n'ai même pas dû vous poser la question. Comme Sinésius, c'est moule, bien évidemment. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure, 12h30, pour une autre séquence du ZCL. Bonne journée. Merci. Et sous la route. Attention à vous. Merci. Merci. C'est bon. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.